Un fer à cheval. Si je te disais qu'un des plus grands génies ayant existé sur cette terre avait un fer à cheval accroché au-dessus de sa porte pour porter bonheur, que penserais-tu? En tout cas, personnellement, je trouverais ça absurde. Et étrangement, un homme a bien fait ça. Et c'est Niels Bohr, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Évidemment, à son époque, quelqu'un lui a demandé « Mais Bohr, tu crois vraiment à ces trucs ?» Et lui, il aurait répondu un truc du genre « Bien sûr que non, mais on m'a dit que ça marche même si on n'y croit pas. » C'est absurde, drôle de la part d'un aussi grand savant, et surtout ça résume bien l'esprit populaire de la mécanique quantique du « ça marche même si t'as rien compris ». Ainsi, dans cette vidéo, on va aller à contre-courant pour comprendre la naissance de la mécanique quantique avec ses plus grands principes. Visualise la situation. Il y a une barre de métal qu'on chauffe. Au début, elle devient rouge sombre, puis rouge vif, puis presque blanche. Tu as déjà vu ça sur une plaque de cuisson, dans un four, ou sur des images de métal en fusion. Ce phénomène paraît banal, mais à la fin du 19e siècle, c'est tout simplement un casse-tête immense. Les physiciens savent déjà décrire beaucoup de choses avec les lois classiques, c'est-à-dire celles de Newton et celles de l'électromagnétisme. Ils savent calculer comment la chaleur se propage, comment la lumière se comporte comme une onde, comment l'énergie circule. Alors, ils pensent sûrement pouvoir prédire exactement la lumière émise par un objet chaud. Sauf que non. Quand ils essaient de faire les calculs, ils tombent sur une absurdité. Dans leurs calculs, ils imaginent un corps qui absorbe parfaitement toute l'énergie électromagnétique qu'il reçoit, c'est-à-dire toute la lumière, quelle que soit sa longueur d'onde, donc pas seulement les ondes visibles. De plus, ce corps parfait restitue intégralement cette énergie sous forme d'un rayonnement thermique, donc sous forme de chaleur. Ce corps, ou cet objet idéal, c'est ce qu'on appelle un corps noir. Donc en physique, un corps noir est un objet théorique qui absorbe 100% du rayonnement qu'il reçoit, donc aucune réflexion, d'où le nom noir, et qui émet un rayonnement qui ne dépend que de sa température. Je précise que c'est idéal, et donc théorique. En réalité, ça n'existe pas. Et en vrai, on s'en fiche. Même si ça n'existe pas, dans la vie de tous les jours, il y a des objets très chauds et opaques, comme un métal chauffé à blanc, dont leur spectre est très proche de celui d'un corps noir. Et comme je disais, quand les physiciens essaient de faire les calculs pour prédire exactement le rayonnement thermique émis par un corps noir, on peut le dire, ça donne de la... Les équations classiques prédisent qu'un objet chauffé devrait émettre une quantité infinie de lumière dans la partie ultraviolette du spectre. C'est une sorte de catastrophe théorique qui n'existe évidemment pas dans la réalité. On appelle ça, avec un nom un peu dramatique, la catastrophe ultraviolette. Pour être clair, la théorie dit que ça explose. Mais l'expérience dit que tout va bien. Et quand une théorie donne l'infini là où le monde te montre que quelque chose est parfaitement fini, tu te doutes qu'il y a un problème quelque part. C'est un signal d'alarme. Alors, à l'époque, la lumière est surtout comprise comme une onde électromagnétique. Si c'est une onde, on imagine facilement que l'énergie peut varier de façon continue, comme le volume d'un son que tu peux augmenter petit à petit sans saut brusque. Et ça, c'est l'intuition classique. L'énergie se verse comme de l'eau, sans grain, sans marche. Or, les expériences, elles, dessinent une courbe bien précise. Pour chaque température, il y a une répartition stable de la lumière émise selon la fréquence. Et selon les modèles théoriques, impossible de retrouver la bonne courbe. Pourtant, on est quand même sûr que la lumière est une onde. Et c'est là qu'entre en scène Max Planck, un physicien allemand plutôt sérieux, plutôt conservateur dans ses goûts scientifiques. Planck n'est pas un révolutionnaire qui veut casser les lois établies. Au contraire, il aimerait sauver l'édifice, réparer la théorie pour qu'elle colle à l'expérience et prouver que la lumière c'est une onde. Il veut prouver sans tout reconstruire. Il travaille sur ce rayonnement des objets chauffés qu'on appelle donc rayonnement du corps noir. Et en 1900, Planck parvient à retrouver exactement la courbe observée, mais à un prix étrange. Pour que les calculs tombent justes, il introduit une hypothèse qui n'a rien d'évident, car il dit que l'énergie ne s'échange pas de manière continue. Comme si, au lieu de pouvoir verser l'énergie goutte à goutte de manière infiniment divisible, la nature imposait des petites doses minimales, des grains d'énergie. C'est un changement de décor mental. Planck dit qu'en substance, quand un système émet ou absorbe de l'énergie, il ne peut pas le faire n'importe comment. Il doit le faire par multiple d'une quantité élémentaire proportionnelle à la fréquence de la lumière. Plus la fréquence est élevée, plus le paquet élémentaire est gros. Même si là on parle surtout d'énergie et pas de lumière, c'est après avec Einstein la lumière. Bon, à l'époque, Planck n'imagine pas forcément que la réalité est granuleuse au sens où on l'entendra plus tard. Comme j'ai dit, lui, il ne veut pas tout changer. Pour lui, c'est d'abord une astuce de calcul, une manière de faire fonctionner la thermodynamique et les statistiques. Quand il a testé une granularité de la lumière dans ses calculs, bizarrement ça a marché. Et il a donc introduit une constante, aujourd'hui célèbre, qu'on appelle la constante de Planck. Elle fixe l'échelle de cette granularité. C'est un peu comme si, sans le vouloir, il venait de découvrir la taille d'un pixel fondamental de l'énergie. Ce qui rend l'histoire fascinante, c'est vraiment le fait que Planck lui-même est surpris par ce qu'il fait. Il n'a pas l'impression d'avoir inventé un nouveau monde. Il a l'impression d'avoir trouvé une solution technique, presque un bricolage pour faire coïncider théorie et expérience. Il pense même, pendant un moment,
simplement que ce quantum est une fiction juste utile. Mais la science a parfois cette ironie. Tu poses une hypothèse pour sauver les meubles et tu finis par ouvrir une porte que personne ne peut refermer. Car si l'énergie s'échange par paquets, alors quelque chose dans les fondations est différent. Les lois classiques reposent sur l'idée de continu. Et oui, on a les trajectoires continues, les variations continues, des causes et des effets lisses. On peut se représenter l'idée avec une image simple. Imagine une pente. Tu peux t'arrêter où tu veux, à n'importe quelle hauteur, même entre 2 cm. Ça, c'est le continu. Maintenant, imagine un escalier. Tu peux être sur une marche, puis sur la suivante, mais pas entre 2 marches. Bon, tu peux bien sûr te tenir entre 2 marches physiquement, mais dans la logique du modèle, les positions autorisées sont des niveaux fixes. Planck, sans le dire encore comme ça, vient de suggérer que l'énergie ressemble davantage à un escalier qu'à une pente. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais tu vois l'image au moins. Et cette simple différence de cadre va devenir une obsession. Si l'énergie est quantifiée, qu'est-ce qu'il est aussi ? La lumière, donc, mais aussi la matière, les orbites dans un atome, les mesures elles-mêmes. À ce stade, il faut bien comprendre une nuance importante. Planck ne propose pas encore ce qu'on appelle la mécanique quantique. Il n'est pas un ensemble complet de principes, il n'est pas un langage nouveau pour décrire la nature. On ne sait même pas à quoi ressemble un atome. Les mots proton et neutron n'existent pas. Planck a surtout introduit un ingrédient inédit, le quantum. Ce mot vient de l'idée de quantité minimale, c'est une graine. Et comme souvent en science, une graine suffit. Si elle est vraie, tout le reste doit se réorganiser autour d'elle. On n'est pas dans une époque où les physiciens aiment l'étrange. Au contraire, beaucoup pensent que la physique est presque finie à cette époque-là. Il reste quelques détails à régler, quelques mesures à affiner. Les grandes lois seraient déjà là. Planck arrive simplement comme quelqu'un qui dit que pour expliquer ce phénomène pourtant très ordinaire, on est obligé d'introduire une règle qui n'existe nulle part ailleurs dans la physique. C'est exactement comme si tu écrivais une recette que tu connais par cœur et que pour qu'elle marche, tu devais ajouter une étape absurde du genre lancer 3D puis prier la déesse licorne. C'est con, mais ce qui va donner à l'idée de Planck une portée énorme, c'est que d'autres vont la prendre très au sérieux, parfois plus que Planck lui-même. Et surtout, ils vont la déplacer vers des questions encore plus choquantes. La prochaine étape, c'est de s'attaquer à la lumière elle-même. Planck avait quantifié l'échange d'énergie entre matière et rayonnement. Mais si ces paquets sont réels, peut-être que la lumière n'est pas seulement une onde continue, peut-être qu'elle se comporte aussi comme un ensemble de grains. Et là, tu passes d'une correction technique à une révolution. Tu ne modifies plus une formule, tu modifies la nature de ce que tu crois être la lumière. Et c'est exactement ce que va faire Einstein. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une affaire de courbe de laboratoire pour devenir une remise en cause frontale de la vision classique du monde. Là où Planck parlait surtout d'un échange d'énergie par paquet entre la matière et le rayonnement, Einstein va oser une idée un peu plus dérangeante. Et si la lumière elle-même était faite de grains ? C'est contre-intuitif parce qu'au début du XXe siècle, la lumière est la reine des ondes. On a des preuves solides qu'elle se comporte comme une onde avec les interférences, la diffraction ou même avec les arcs-en-ciel de prisme, même si Newton aimait déjà bien l'idée de corpuscule. Mais bon, à part chez Newton, d'ailleurs je fais une vidéo là-dessus, tout pointe vers une image fluide, continue et ondulatoire. Sauf que Einstein ne part pas d'une fantaisie philosophique. Il ne va pas proposer que la lumière soit faite de grains par plaisir. Il part simplement d'un phénomène relativement embarrassant car on ne comprend pas ce qui a été observé en laboratoire. Ce qui a été observé en laboratoire, c'est l'effet photoélectrique. Pour faire simple, c'est ce qui se passe quand tu éclaires un métal et que soudain des électrons sont arrachés à sa surface. Tu peux imaginer le métal comme une foule d'électrons tenus à l'intérieur, et la lumière comme quelque chose qui vient les bousculer. Les expériences montrent 3 choses qui mettent la physique classique dans une impasse. D'abord, ce n'est pas la quantité de lumière qui décide si des électrons sortent, soit son intensité qui serait censée correspondre à l'amplitude de l'onde, mais en réalité, ce qui décide, c'est la couleur de la lumière, donc sa fréquence. Il existe donc une fréquence seuil. En dessous, tu peux inonder le métal de lumière pendant longtemps, rien ne sort, et au-dessus, même une lumière faible déclenche l'émission. Ensuite, deuxième point où ça cloche. Quand l'émission a lieu, elle peut être quasi immédiate. Pas besoin d'attendre que l'énergie s'accumule. Et enfin, l'énergie des électrons éjectés dépend de la fréquence de la lumière, pas de son intensité. En langage de tous les jours, ça veut dire qu'une lumière plus bleue peut donner des électrons plus rapides, car la fréquence est plus élevée, même si elle n'est pas très forte. La physique classique, elle s'attendrait à autre chose. Si la lumière est une onde, augmenter l'intensité revient à augmenter l'amplitude de l'onde, donc l'énergie transportée. On se dirait donc que plus tu éclaires fort, plus tu donnes d'énergie aux électrons, donc plus ils devraient sortir facilement, et avec beaucoup d'énergie. Et si tu éclaires faiblement, il faudrait du temps pour charger l'électron avant qu'il puisse s'échapper, comme si tu remplissais lentement un seau. Or, l'expérience dit l'inverse sur des points essentiels. Ce n'est pas une petite différence, c'est un désaccord sur le mécanisme même. Einstein propose alors une idée simple. La lumière n'apporte pas son énergie en continu, mais en coup discret. Chaque coup est un paquet indivisible, et ce paquet possède une énergie liée à la fréquence de la lumière. Tu peux voir ça comme des petites unités de lumière, chacune portant une certaine quantité d'énergie. Si cette énergie est trop faible, l'électron ne peut pas sortir. Point final.
Tu peux envoyer des millions de petits paquets trop faibles, ça ne fera jamais un paquet assez fort. Parce que l'électron ne reçoit pas l'énergie sous forme d'une patte qu'il accumule, mais sous forme de pièces de monnaie. Si aucune pièce n'a la bonne valeur minimale, tu ne peux pas payer le prix d'entrée. En revanche, si la fréquence est assez élevée, chaque paquet a suffisamment d'énergie pour arracher un électron. Et ça peut se produire instantanément. Enfin, quasiment instantanément. Et si tu augmentes l'intensité, tu n'augmentes pas la valeur de chaque paquet. Tu augmentes juste le nombre de paquets envoyés. Donc tu arraches plus d'électrons, mais pas des électrons plus énergétiques. D'un seul coup, tout s'aligne avec ce que les expériences racontent depuis le début. Einstein appelle ces paquets des quantas de lumière, et plus tard on dira photons. Ce mot est tellement courant aujourd'hui qu'on oublie à quel point c'était violent pour l'époque. Parce qu'un photon, c'est une lumière qui se comporte comme une particule, au moins dans certaines situations. Et ça rentre en collision avec l'autre moitié de la vérité qui dit que la lumière se comporte aussi comme une onde. Tu te retrouves donc avec une image double qui paraît contradictoire. Une onde est étalée, une particule est localisée. Une onde peut interférer avec elle-même. Une particule semble passer par un chemin unique. Le cerveau humain n'aime pas ça. Pourtant, la nature, elle s'en fiche. La nature, elle te donne les deux comportements selon la manière dont tu poses la question et selon ce que tu mesures. Ce qui est encore plus piquant, c'est qu'Einstein, devenu symbole de la relativité, va aussi être l'un de ceux qui résisteront le plus aux conséquences ultérieures de la théorie quantique. Mais en 1905, sur cette question précise, il est celui qui ose rendre l'idée de Planck réelle. Planck avait trouvé une bonne recette. Et Einstein, même si finalement il adhère pas réellement à la mécanique quantique d'après, il a dit que ce n'est pas une simple recette, ce que Planck a trouvé, c'est une propriété du monde. Donc sans le vouloir, Einstein est devenu l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il transforme une astuce de calcul en affirmation sur la structure de la lumière. Et à partir de là, l'histoire s'accélère. Quand tu admets que la lumière peut agir comme des particules, tu ne peux plus te contenter d'une physique classique au niveau microscopique. Tu dois accepter que les règles habituelles se cassent là où les choses deviennent très petites. Et tu dois surtout accepter que le mot énergie n'est plus une quantité qui se promène librement n'importe comment. Elle se présente en grains, et ces grains ont une relation intime avec la fréquence, donc avec la couleur. Ce lien entre couleur et énergie devient une clé. Il va servir à comprendre pourquoi les atomes émettent des couleurs bien précises. C'est exactement là que la question change d'échelle. Planck et Einstein te parlent de chaleur et de lumière, mais la grande énigme suivante, celle qui obsède les physiciens, c'est l'atome. Pourquoi la matière est stable? Pourquoi les atomes émettent-ils des raies spectrales, des couleurs très nettes, comme si la nature jouait des notes plutôt qu'un bruit continu? Si les électrons tournaient autour du noyau comme des planètes, l'électromagnétisme classique dit qu'ils devraient perdre de l'énergie en rayonnant et finir par tomber sur le noyau. Or, les atomes ne s'effondrent pas. Le monde, il existe. Il faut donc une nouvelle logique. Et c'est là que Bohr va entrer en utilisant précisément cette idée de quantification pour mettre des marches dans l'atome. Comme si l'électron n'avait pas le droit d'occuper n'importe quel état. Quand Bohr arrive dans l'histoire, la physique est dans une situation étrange. D'un côté, les lois classiques marchent incroyablement bien pour les objets de tous les jours, de l'autre, dès qu'on regarde l'atome, elles se mettent à raconter n'importe quoi. Le problème le plus gênant, c'est celui qu'on a vu. Selon l'électromagnétisme classique, un électron qui tourne autour d'un noyau devrait rayonner de l'énergie en continu, donc ralentir, faire une sorte de spirale vers le noyau, et finirait donc par s'écraser. On s'attendrait donc à ce que l'atome, il s'effondre en une fraction de seconde. Sauf que les atomes sont stables. Ils composent les tables, l'air, ton corps, les étoiles. Donc, soit la nature se trompe, soit notre manière de décrire l'atome est complètement à côté de la plaque. Et quand tu vois que l'univers tient debout, tu te doutes que le problème vient des idées, pas des atomes. Et Bohr, en 1913, propose un modèle qui ressemble à une sorte de provocation. Il garde l'image planétaire de l'électron en orbite, parce qu'elle est intuitive, mais il y colle des règles quantiques quelque peu artificielles. C'est un peu comme si on posait des panneaux interdits au milieu d'une autoroute. Ce fou, il dit en gros que l'électron peut tourner autour du noyau, oui, mais pas sur n'importe quelle orbite. Il n'existe que certaines orbites autorisées, et tant que l'électron est sur l'une de ces orbites autorisées, il ne rayonne pas. Même s'il devrait selon la physique classique évidemment. Ça ressemble à du bricolage à la con, mais c'est un bricolage qui marche. Et dans une période où les contradictions s'accumulent, ça marche, ça devient une boussole en fait. Bon, on peut se demander pourquoi Bohr il ose ça. La réponse simple est tout simplement parce qu'il s'appuie sur un fait très solide, le fait que les atomes n'émettent pas toutes les couleurs, ils émettent des couleurs bien précises. Si tu analyses la lumière d'un gaz chauffé, tu ne vois pas un spectre continu, mais des raies, comme des traits lumineux à des positions bien nettes. C'est comme si l'atome jouait quelques notes et pas toutes les fréquences possibles. Un monde classique continu devrait plutôt donner une gamme continue. Les raies spectrales suggèrent donc que l'atome a une structure en niveau. Bohr transforme cette intuition en règle en disant que l'énergie de l'électron dans l'atome n'est pas continue, elle est quantifiée. L'électron peut être à tel ou tel niveau, mais ne peut pas être entre les deux. Et ça, c'est contre-intuitif. Quand l'électron change de niveau, il ne glisse pas progressivement, il saute.
C'est ce qu'on appelle un saut quantique. On ne pourra jamais le voir entre deux niveaux. Ça veut-il donc dire que le saut est instantané? Oui et non. Quand Bohr le formule, oui, mais maintenant lorsqu'on parle de saut quantique, on sait que ce processus n'est pas instantané. On va voir dans la partie 2 que l'électron n'est pas une petite bille sur une orbite, il est décrit par une fonction d'onde. Et en mécanique quantique moderne, le processus correspond à une évolution continue de la fonction d'onde sur un temps très court, même si seuls les niveaux d'énergie avant et après sont observables. Il n'y a aucune transmission d'informations instantanée. De plus, je vais y venir, mais le photon émis se propage à la vitesse de la lumière, et la causalité relativiste est donc respectée. Le terme saut est donc surtout une image historique, pas un déplacement instantané réel. Donc là, pour ceux qui sont perdus parce que je n'ai pas fait de transition, quand l'électron, qu'on visualise à l'époque de Bohr comme une bille, il passe d'un niveau d'énergie à un autre, ce saut s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un quantum de lumière, donc d'un photon. Lorsqu'un atome absorbe un photon, le champ électromagnétique du photon se couple à l'électron et la fonction d'onde de l'atome évolue continuellement vers un état d'énergie plus élevé, à condition que l'énergie du photon corresponde à la différence entre les deux niveaux quantifiés. Là j'ai dû en perdre certains, donc dit simplement, lorsqu'un atome absorbe un photon, on dit que l'atome il est excité, et l'électron passe à une orbite supérieure, il saute à une orbite supérieure. Ensuite, lorsqu'un atome émet un photon, l'atome et le champ électromagnétique forment un système couplé. L'électron passe vers un état d'énergie plus bas et l'énergie excédentaire est rayonnée sous forme de photons qui se propagent à la vitesse de la lumière. Dit simplement, quand un photon se barre, l'électron y redescend. Je tiens à préciser que dans les deux cas, le processus prend un temps fini et respecte pleinement la causalité relativiste. Voilà, on a à présent nos idées qui se connectent. Planck a introduit des paquets d'énergie, Einstein a donné une réalité à ces paquets dans la lumière, et Bohr les utilise pour expliquer les couleurs des atomes. Chaque ray spectral correspond à une transition précise, donc à un paquet d'énergie précis. C'est comme si l'atome était un instrument avec des marches internes et que chaque marche correspond à un état stable. Bon, il y a un point crucial qui est que le modèle de Bohr n'est pas la vérité sur l'atome. Il est trop simple, trop mécanique, trop proche de l'image classique, mais il a un pouvoir énorme, car c'est le premier à imposer l'idée que dans l'atome, certaines situations sont permises et d'autres interdites, et que ces interdictions ne viennent pas d'une force supplémentaire qu'on aurait oubliée, mais d'une règle quantique. En clair, Bohr ne résout pas tout, mais il change le type de réponse qu'on accepte. Il devient normal à partir de lui de dire que la nature ne te laisse pas faire quelque chose. Pas parce que tu n'as pas assez d'énergie, pas parce que tu n'as pas la bonne technique, mais parce que c'est tout simplement impossible dans la structure du monde. Bon, certes, on avait d'abord ce type d'interdiction avec la vitesse de la lumière chez Einstein, mais avec Bohr, on va être dans un raisonnement crucial de la mécanique quantique. D'ailleurs, même si le modèle de Bohr est fondamentalement faux, il explique très bien l'atome d'hydrogène, le plus simple, celui avec un seul électron. Dès qu'on passe à des atomes plus complexes avec plusieurs électrons, les atomes se compliquent très vite. On observe des régularités dans le tableau périodique, des structures dans les propriétés chimiques, des motifs dans les spectres, et le modèle de Bohr ne suffit plus du tout. C'est là qu'un nouveau type de question s'impose. Comment plusieurs électrons peuvent-ils cohabiter dans le même atome sans tous se mettre dans l'état le plus bas? Si les électrons aiment naturellement minimiser l'énergie, on pourrait imaginer qu'ils se tassent tous au même endroit dans le même état, comme des billes qui tombent au fond d'un bol. Ça paraîtrait logique. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. Les électrons se répartissent en couches, et cette répartition explique la chimie et la diversité de la matière. Il doit donc exister une règle profonde qui empêche cette accumulation, et c'est ici que Wolfgang Pauli arrive. En 1925, le physicien Wolfgang Pauli formule ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'exclusion. C'est l'un des principes les plus fondamentaux de la matière. Sans lui, les atomes n'auraient pas la structure que tu connais, la chimie n'existerait pas sous sa forme actuelle, et la matière solide telle que tu la vois serait impossible. Bon, énonçons la règle. Deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique dans un même système. Dit comme ça, l'énoncé peut sembler abstrait. Donc pour le comprendre, il faut repartir de ce que signifie réellement un état en physique quantique. En physique classique, décrire un objet est relativement direct. Pour une bille, par exemple, tu peux indiquer sa position, sa vitesse, éventuellement sa direction. Ces informations suffisent à dire comment l'objet existe à un instant donné. En physique quantique, une particule comme l'électron ne se décrit pas de cette manière. On ne parle pas d'une trajectoire précise, mais d'un état quantique, qui est une description complète de la manière dont la particule existe dans un système donné. Pour un électron dans un atome, cet état inclut plusieurs informations à la fois appelées des nombres quantiques. Et il y a 4 nombres quantiques. Le but n'est pas de s'attarder sur eux dans cette vidéo, car les expliquer serait un peu long. Ce qu'il faut simplement retenir de ça, c'est qu'un état quantique n'est donc pas simplement une position ou une énergie, mais l'ensemble des caractéristiques physiques qui définissent entièrement l'électron dans l'atome. Des caractéristiques évidemment différentes des objets macroscopiques, donc à notre échelle. Et pour se représenter ce que nous dit Pauli, on peut utiliser l'analogie de l'immeuble. On va dire que chaque appartement correspond à un état quantique possible. Et on va dire que les électrons sont les habitants. Dans la plupart des situations ordinaires, plusieurs personnes peuvent occuper le même appartement. Sauf que le principe de Pauli affirme exactement l'inverse pour les électrons.
Un appartement ne peut accueillir qu'un seul électron parfaitement défini. Bon, il existe une exception technique liée au spin qui permet à deux électrons d'être dans un même état spatial à condition qu'ils aient des spins opposés. Mais même dans ce cas, ils ne sont pas dans exactement le même état quantique puisque le spin est un nombre quantique. Donc ça ne contrevient pas au principe d'exclusion au final. Et si tu te demandes ce qu'est le spin, c'est très dur à expliquer. Le spin, c'est une propriété quantique des particules qui ressemble à une rotation, d'où le nom spin, mais ce n'est pas une rotation réelle comme une toupie. Il sert surtout à décrire comment une particule se comporte face à des champs magnétiques et comment elle interagit avec les autres. Dire que le spin est une rotation est donc une image utile pour commencer, mais elle devient vite trompeuse si on la prend trop au pied de la lettre. Bon, maintenant je pense que tu as compris l'idée du principe qui est relativement simple. Donc il est maintenant temps de voir que cette interdiction n'est pas une règle ajoutée artificiellement. En fait, cette règle, elle découle de la nature même des électrons. Les électrons appartiennent à la grande famille de particules appelées les fermions. Et les fermions subissent le principe d'exclusion, contrairement à la deuxième grande famille de particules qui est celle des bosons. Les fermions sont les particules de la matière, alors que les bosons sont les particules des échanges. Ils représentent les interactions fondamentales. Et les fermions sont des particules élémentaires, ou composites, qui constituent la matière. Les particules élémentaires sont des particules indivisibles à notre connaissance, donc les plus petits grains de la matière qu'on n'ait jamais disséqués, comme les électrons ou les quarks. Et les particules composites sont des particules composées de particules élémentaires, comme les protons et les neutrons composés de quarks. Les fermions, ils ont tous un spin demi-entier, donc un demi, trois demi, etc. Et ils obéissent au principe d'exclusion de Pauli, ce qui signifie que deux fermions identiques ne peuvent pas être dans le même état quantique. Pour information, c'est ça qui les différencie des bosons. Les fermions ont un spin demi-entier et les bosons ont un spin entier, 0, 1, 2, etc. Ça peut sembler abstrait, mais cette différence entraîne un comportement radicalement opposé. Et donc, Pauli n'impose pas son principe qu'aux électrons comme on a vu, mais à tous les fermions. Il dit que la nature ne permet tout simplement pas aux fermions d'occuper exactement le même état quantique dans un même système. Et dans un atome, cette règle elle a des effets concrets. Les électrons remplissent les états possibles en commençant par ceux de plus basse énergie. Comme ils ne peuvent pas se superposer totalement, ils sont forcés d'occuper des niveaux d'énergie différents, de se répartir spatialement autour du noyau et de former donc des couches électroniques distinctes. Ce principe explique donc toute la chimie. Et au lycée, les profs ne prennent même pas le temps de l'évoquer. Ça me rend fou, car c'est précisément cette contrainte qui donne leur structure au tableau périodique, qui explique pourquoi les atomes ont une taille finie, qui rend possible la liaison chimique et empêche la matière de s'effondrer dans un état extrêmement dense. Sans le principe de Pauli, tous les électrons d'un atome tomberaient dans l'état d'énergie le plus bas, au plus près du noyau. Les atomes seraient minuscules, pratiquement identiques les uns aux autres, et la diversité chimique disparaîtrait. Les électrons ne se repoussent pas seulement par leur charge électrique, ils sont aussi séparés par une contrainte d'identité inscrite dans la structure même du réel. Donc s'il vous plaît, s'il y a des profs de chimie qui regardent cette vidéo, au moins évoquez le principe d'exclusion. Bon, fin de la digression. Avant de passer au prochain chapitre, je dois dire qu'à ce moment précis de l'histoire, donc 1925, Pauli met surtout en évidence le fait qu'on a des morceaux qui fonctionnent, mais pas encore une théorie unifiée. On a des interdits qui tombent du ciel et qui, même s'ils sont confirmés par l'expérience, manquent d'une logique générale. Il faut un cadre plus profond, une manière de décrire le monde microscopique qui n'ait pas besoin d'ajouter une règle spéciale à chaque nouveau phénomène. Et c'est exactement ce qui va se produire avec la génération suivante. À partir de 1927, un jeune physicien, Werner Heisenberg, va proposer une façon radicalement différente de faire de la physique. Il ne va pas essayer de sauver des images classiques comme l'orbite d'un électron, non, il va accepter que dans l'atome, les questions classiques n'ont peut-être pas de sens. Au lieu de demander où est l'électron, il va se concentrer sur ce qu'on peut réellement observer et mesurer. Et de cette démarche va sortir une idée qui va devenir l'un des symboles de toute la mécanique quantique, qui est qu'il existe une limite fondamentale à ce qu'on peut connaître simultanément. Non pas parce qu'on n'a pas la technologie, mais parce que la nature est faite ainsi. La rupture de Heisenberg vers 1925, c'est de dire qu'il faut arrêter de parler de ce qu'on ne peut pas observer. Un électron dans un atome, tu ne le vois pas tourner comme une planète. Tu observes des raies spectrales, oui, des énergies absorbées, des fréquences émises, des transitions. Bref, tu observes des résultats de mesures, pas des trajectoires. Donc plutôt que d'inventer une histoire invisible entre les mesures, Heisenberg construit une mécanique fondée directement sur les quantités mesurables. La théorie ne doit pas te raconter un film que personne ne peut regarder, elle doit te donner des règles fiables pour relier ce que tu mesures à ce que tu peux prédire. Cette approche mène à une nouvelle forme de mécanique, très différente de Newton. Sans entrer dans les détails mathématiques, retiens que dans cette mécanique, certaines opérations ne peuvent pas être faites dans n'importe quel ordre. Ça peut paraître bizarre de dire ça, car cela paraît logique. Après tout, si tu mets tes chaussettes puis tes chaussures, tout va bien, et si tu mets tes chaussures puis tes chaussettes, ça marche pas. Logique. L'ordre, ça change le résultat. On est d'accord là-dessus normalement. Mais en physique classique, en réalité, mesurer la position puis la vitesse, ou la vitesse puis la position, ça ne change rien d'essentiel dans le cadre des mesures. Ce sont des propriétés que l'objet possède en même temps. Et c'est là la différence. Car dans le monde quantique, le simple fait d'essayer de connaître certaines choses dans un ordre ou dans l'autre,
ce n'est pas neutre. C'est comme si en fait la nature refusait l'idée que toutes les propriétés existaient de manière parfaitement définie en même temps, indépendamment de ce que tu fais. De là sort en 1927 l'idée la plus célèbre associée à Heisenberg, le principe d'incertitude. On le raconte souvent de façon trompeuse comme si c'était juste un problème de précision des instruments en disant que tu ne peux pas mesurer très précisément parce que ça dérange l'objet. Bon, il y a un peu de ça. Mais ce n'est pas en fait le cœur du principe. Le cœur, c'est plus radical. Il te dit qu'il existe des limites fondamentales à la manière dont certaines grandeurs peuvent être définies ensemble. Retiens bien ce que je veux dire car c'est la base du principe. Plus tu cherches à fixer précisément la position d'une particule, moins sa vitesse peut être fixée précisément. Et inversement. En réalité, je devrais dire quantité de mouvement au lieu de vitesse, mais c'est proportionnel, c'est plus intuitif de dire vitesse. Donc voilà, je répète que si tu connais incroyablement bien la position d'une particule, tu connaîtras incroyablement mal sa vitesse. Et inversement, si tu connais incroyablement bien la vitesse d'une particule, tu connaîtras incroyablement mal sa position. Et ça, ce n'est pas une excuse de mauvais laboratoire, parce qu'on aurait les mauvais instruments. Non, c'est une propriété structurelle des états quantiques. Pour comprendre sans équation, imagine que tu essayes de pointer un objet minuscule dans le noir avec une lampe. Pour le voir, tu dois l'éclairer. Mais la lumière n'est pas une petite caresse, elle transporte de l'énergie. Et si tu prends au sérieux l'idée d'Einstein, elle arrive par photon, par impact. Plus tu veux une image précise, donc plus tu utilises une lumière à petite longueur d'onde, en gros une lumière plus fine comme l'ultraviolet, plus chaque photon a de l'énergie et plus il risque de bousculer l'objet. Donc l'acte même de localiser perturbe le mouvement au final. Si tu veux moins perturber le mouvement, il faut diminuer ta précision sur la connaissance de la position. Bon, certes cette image elle est utile, mais la version quantique va plus loin. Même si tu imaginais un dispositif parfait, même si tu éliminais tout défaut technique, il resterait une limite. Ce n'est pas juste nous qui dérangeons, c'est le monde qui n'offre pas simultanément ses valeurs comme des faits entièrement déterminés. Ça change le sens même de décrire. La physique classique adore l'idée d'un état complet, une position exacte avec une vitesse exacte, et ensuite tu calcules tout le futur. Heisenberg te force à abandonner ce rêve. Dans la mécanique quantique naissante, l'état n'est plus une liste de valeurs précises pour tout, c'est quelque chose qui te donne des probabilités de résultats, de mesures. Et ça, ce n'est pas un aveu d'ignorance, mais une description de ce que la théorie dit être possible. En d'autres termes, le flou est dans la structure même de la réalité, telle que se manifeste aux mesures. Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi ? Je vais répondre. Dans la première vidéo, ou la première partie si vous voyez la vidéo intégrale, on a vu le fait qu'on pensait que la lumière était une onde puis une particule et qu'au final ça dépendait. Et bien en fait, le principe d'incertitude existe parce que la matière se comporte comme une onde. Or, une onde ne peut pas être à la fois parfaitement localisée dans l'espace et parfaitement définie dans son mouvement. Pour les habitudes de la mécanique quantique, ce n'est pas choquant de dire que la matière se comporte comme une onde. Mais quand c'est la première fois entendre le fait que la matière se comporte comme une onde, c'est bizarre. Et même si, on va voir ça dans le dernier chapitre, je préfère déjà préciser que ce n'est pas une onde dans l'espace comme une vague, mais une onde qui décrit l'état, une onde mathématique. Et c'est pour ça que l'incertitude n'est pas un défaut de mesure, mais une conséquence directe de la nature même de la matière. Et c'est donc maintenant qu'on passe à Schrödinger, qui propose une approche différente, plus proche d'un langage d'onde. Et cette approche va donner au public, et même à beaucoup de scientifiques, l'image la plus célèbre de la mécanique quantique, une onde de probabilité qui ne dit pas exactement où est la particule, mais où elle a des chances d'être trouvée. Ça sera la naissance du fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Depuis Einstein, la lumière s'est mise à ressembler à une pluie de particules. Depuis Heisenberg, on a une mécanique centrée sur ce qu'on mesure avec des règles qui refusent l'idée d'un état parfaitement défini. Beaucoup de physiciens sentent qu'ils tiennent quelque chose de vrai, mais ils ont aussi l'impression d'avoir perdu une intuition simple. Et Schrödinger, lui, il veut retrouver une image plus continue, plus proche des ondes. Et évidemment, il n'invente pas ça à partir de rien, il s'appuie sur une idée qui circule déjà grâce à Louis de Broglie. De Broglie est à l'origine du renversement génial. Si la lumière qu'on croyait onde peut aussi se comporter comme une particule, alors peut-être que la matière qu'on croyait particulaire peut aussi se comporter comme une onde. À l'époque, ça paraît presque poétique, mais ça devient rapidement testable et surtout ça devient un terrain incroyablement fertile pour les physiciens. De Broglie a donc généralisé la dualité onde-particule à toute la physique. Il propose ainsi que toute particule soit associée à une onde caractérisée par une longueur d'onde liée à son mouvement. À ce stade, l'idée est donc surtout conceptuelle. De Broglie n'explique pas comment cette onde évolue, ni comment l'utiliser pour faire les calculs précis. Il affirme simplement qu'elle existe. Et c'est déjà excellent, hein. Et c'est là qu'après va intervenir Erwin Schrödinger. Prenant très au sérieux l'idée de Broglie, Schrödinger se demande quelle loi mathématique pourrait gouverner ces ondes de matière. Un peu comme les équations de Newton qui décrivent le mouvement des objets, ou comme les équations de Maxwell qui décrivent les ondes électromagnétiques. Et Schrödinger élabore l'équation de Schrödinger, qui est l'équation la plus importante de la mécanique quantique.
Dans cette équation d'ailleurs, on reconnaît la constante de Planck réduite. Constante de Planck réduite, c'est la constante de Planck avec un trait qui a une valeur différente de la constante de Planck. Et dans l'équation, on retrouve aussi la fonction d'onde représentée par le symbole psi. Il construit alors une théorie où l'état d'une particule est décrit par une sorte d'onde. Il ne s'agit pas d'une vague dans l'eau, ni d'une onde sonore dans l'air, mais d'une onde mathématique qui encode la manière dont le système peut se comporter. C'est la fonction d'onde. Et ce changement apporte un avantage immédiat, car tu peux retrouver les niveaux d'énergie des atomes comme des modes possibles de cette onde, un peu comme les notes d'une corde de guitare. Une corde ne peut pas vibrer n'importe comment. Certaines vibrations sont stables, d'autres non. Une vibration stable, ça désigne simplement une forme d'onde capable de se maintenir dans le temps sans se déformer ni disparaître. Et de manière analogue, l'onde associée à l'électron dans l'atome ne peut pas prendre n'importe quelle forme si elle doit rester stable. Ainsi, les niveaux d'énergie quantifiés apparaissent presque naturellement sans avoir besoin d'imposer à la main des orbites autorisées, comme chez Bohr. Ça donne un sentiment de cohérence, car au final, les marches de l'atome ne sont plus un panneau interdit posé arbitrairement comme on avait vu. Elles émergent d'une condition de stabilité des ondes. Mais attention, même si cette approche est plus imaginable, elle amène une nouvelle étrangeté. Si l'électron est décrit par une onde, alors cette onde est souvent étalée dans l'espace. Elle n'est pas un point unique, un endroit unique. Et pourtant, quand tu mesures, tu trouves toujours un résultat concret. On trouve un point, pas une brume. C'est là qu'intervient une autre figure essentielle, Max Born, qui propose l'interprétation devenue standard, qui dit que l'onde de Schrödinger ne te dit pas où est l'électron au sens classique, elle te dit où tu as des chances de le trouver si tu le mesures. En gros, l'onde est une carte de probabilité. Là où l'onde est très forte, tu as plus de chances de détecter la particule. Là où elle est faible, tu as moins de chances. Ça peut sembler frustrant, comme si la théorie refusait de dire ce qui se passe réellement, mais c'est justement ce qui fait sa puissance. Elle permet de prédire avec une précision incroyable des résultats statistiques, et ces prédictions sont confirmées partout. Et pour revenir sur Max Born, il faut donc comprendre qu'il a joué un rôle absolument central en mécanique quantique en donnant le sens physique de la fonction d'onde. Cela a transformé une théorie mathématique étrange en une théorie capable de faire des prédictions expérimentales claires. Jusqu'en 1926, la mécanique quantique, notamment l'équation de Schrödinger, fonctionnait très bien mathématiquement, mais personne ne savait vraiment ce que représentait la fonction d'onde psi. Max Born a proposé une interprétation radicalement nouvelle car il dit que la fonction d'onde ne décrit pas directement une réalité physique observable, mais elle est un outil de calcul de probabilité. Plus précisément, c'est le carré de son module qui donne la probabilité de trouver la particule en un point donné de l'espace lors d'une mesure. Cette idée, donc l'interprétation probabiliste de Born, marque une rupture profonde avec la physique classique. La théorie ne prédit plus des trajectoires déterministes, mais seulement des probabilités. Cette contribution a donc des conséquences philosophiques majeures. Elle introduit l'idée que l'indétermination n'est pas due à notre ignorance, mais qu'elle est fondamentale dans la nature. Ce n'est pas que l'électron a une position inconnue avant la mesure, il n'y en a tout simplement pas de définie. Et c'est cette vision qui sera au cœur de l'interprétation dite de Copenhague, défendue ensuite par Bohr et Heisenberg, et qui sera d'ailleurs vivement critiquée par Einstein. Mais cette vision, c'est aussi à cause d'elle que naît le malaise le plus célèbre. Si la fonction d'onde représente des probabilités, qu'est-ce qui décide du résultat quand tu mesures? Avant la mesure, l'onde peut être étalée comme si l'électron avait plusieurs possibilités en même temps. Au moment où tu mesures, tu obtiens une valeur précise. On dit souvent que la fonction d'onde s'effondre sur un résultat. Ce mot est pratique, mais il est piégeux parce qu'il donne l'impression d'un événement physique bien défini, alors que c'est surtout une manière de parler du passage entre deux descriptions. Avant, tu décris des probabilités, après, tu décris un résultat. Ce passage pose une question importante. La théorie décrit-elle un monde réellement probabiliste, ou bien cache-t-elle des détails qu'on ne voit pas? Et surtout, quel rôle joue l'acte de mesurer? Est-ce juste regarder, ou est-ce une interaction physique qui change l'état d'un système? Ces questions ne sont pas de la pure philosophie, elles touchent à la façon dont la théorie doit être comprise. Schrödinger, justement, n'était pas complètement satisfait de l'idée que l'onde ne soit qu'un outil probabiliste. Il espérait souvent une interprétation plus réaliste, où l'onde serait quelque chose de physique. Pour montrer à quel point l'histoire devient étrange quand on étend naïvement les règles quantiques au monde macroscopique, donc notre monde, il invente une expérience de pensée devenue mythique, le chat de Schrödinger. L'idée, très grossièrement, est de lier l'état d'un objet quantique, par exemple un événement aléatoire qui a une chance sur 2 à l'échelle atomique, à l'état d'un chat dans une boîte. Si on applique les règles quantiques sans réfléchir, on se retrouve à dire qu'avant d'ouvrir la boîte, le chat est dans une superposition d'états. En fait, il y a un mécanisme qui dépend d'un événement quantique qui va faire que le chat peut mourir. Le chat, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, vu que le phénomène il est aléatoire, le chat il est à la fois mort et vivant en quelque sorte. Schrödinger, il raconte pas ça évidemment pour dire que les chats sont quantiques, mais pour mettre en évidence le problème qui est comment passe-t-on de la superposition quantique au fait tranché de notre expérience quotidienne? Le chat en fait c'est une alarme intellectuelle, pas une prédiction littérale sur les animaux évidemment.
Et c'est là qu'on peut enfin définir clairement sans équation ce qu'est la mécanique quantique, au sens où elle est née de toute cette histoire. Ce n'est pas juste la physique des trucs très petits, c'est une nouvelle manière de décrire la nature où l'état d'un système n'est plus une liste de propriétés parfaitement définies, mais une description qui contient des possibilités avec des probabilités et des règles d'évolution. C'est une théorie où certaines grandeurs ne peuvent pas être fixées ensemble avec une précision illimitée, c'est Heisenberg, où l'énergie et d'autres quantités prennent des valeurs discrètes dans certains systèmes, Planck et Bohr, où la lumière et la matière peuvent se comporter parfois comme des particules, parfois comme des ondes, Einstein et de Broglie, et où les règles profondes de la matière imposent des interdictions comme celles qui empêchent les électrons de se copier les uns les autres. Pauli. Ce qui est frappant, c'est que ces idées ne sont pas sorties d'un seul cerveau, ni d'un seul moment de génie, mais d'une série de confrontations avec des expériences qui refusaient d'obéir à la vision classique. Si tu prends du recul, tu vois aussi ce que cette naissance raconte sur la science elle-même. La mécanique quantique n'a pas été inventée parce que des physiciens avaient envie d'un monde mystérieux. Elle a été forcée par des détails concrets. Une courbe de rayonnement qui ne tombe pas juste, des électrons qui sortent d'un métal d'une manière incompatible avec l'onde classique, des atomes qui ne s'effondrent pas, des spectres en raies, des règles de remplissage des couches électroniques. Chaque étape a ajouté une contrainte, puis une idée nouvelle pour la satisfaire. Et à la fin, le résultat est une théorie qui marche avec une précision déconcertante, mais qui demande d'abandonner certaines intuitions simples. Bon, évidemment, je me suis concentré sur les chercheurs à la base de la mécanique quantique. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos traitant de ce domaine fascinant avec d'autres grands chercheurs. J'espère que la vidéo t'a plu, merci aux tipeurs pour soutenir mon travail. Votre soutien est d'une grande aide, surtout ces derniers temps. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager ce que tu veux pour me soutenir si tu en as envie. En tout cas, déjà merci d'être resté jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à te dire, à la prochaine.